auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Geoffava, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Juge Farah, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Et pour cette troisième convocation de la semaine, 3 sujets ont été enrôlés pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la situation sécuritaire avec la victoire de nos forces combattantes à Djibo dimanche dernier. En seconde partie d'émission, il sera question des conclusions de la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Et enfin, il sera question de l'échec de la médiation sur la crise que traverse la Fédération burkinabé de football. Voici donc le menu de cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième audience avec l'étape des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci Président. Ce qui retient notre attention, hier on a vu que désormais les tauges ont changé au niveau des universités. Plusieurs fois la question était posée de savoir pourquoi est-ce qu'on ne les confectionne pas ici et pourquoi aussi on ne les confectionne pas avec des pains issus de nos cultures. Voilà. Donc la question a plusieurs fois été posée. Donc je pense que maintenant c'est chose faite. Donc les tauges des professeurs des universités sont maintenant en façon d'Anfani. Donc c'est une identité culturelle qui permet déjà d'identifier le professeur. Vous avez un professeur d'université, à une rencontre, vous regardez déjà la touche, vous savez que lui, il vient du Burkina Faso. Bon, c'est un identifiant culturel et ça c'est une identité qui en même temps est associée à cela. Et ça également c'est très important. Les Ghanéens l'avaient réussi sur beaucoup d'autres aspects tels que des toges ou même les habits des religieux, notamment des prêtres. Ici également ça a commencé. Donc je pense que ce sont des initiatives qui sont louables. Ça va permettre également l'écoulement parce qu'il y a toute une chaîne d'économie derrière le Faso d'Anfani qu'il faut consolider et valoriser et on ne pourra réellement faire la promotion qu'avec également ces identités-là. Parce qu'un professeur d'université, c'est quand même un parcours, c'est un mérite. Et donc, c'est aussi l'aboutissement pratiquement d'un combat de toute une vie, d'études, de passion de toute une vie. Et donc, effectivement, à l'arrivée, ces messieurs-là soient des ambassadeurs, que ces dames-là soient des ambassadrices de notre identité locale, notre identité culturelle. Il n'y a rien de tel que de saluer l'initiative. Il paraîtrait qu'après les tauges des professeurs, ce qui va suivre, c'est le corps de la justice, parce que là-bas aussi il y a plusieurs tours qui sont portés, les avocats en portent, les magistrats en portent. Donc c'est également envisagé, parce que d'ailleurs on avait envisagé confectionner ici les touches, à un moment donné ça n'a pas marché, parce que bon, apparemment le prestataire n'a pas respecté les obligations. Bon, ceux qui ont eu l'initiative finalement des chantiers ont continué de commander à l'extérieur sans le faire un autre essai. Donc là également c'est en cours, j'ai dit, ce sont des choses à valoriser parce qu'après la tenue scolaire, ce sont les tauges et c'est sûr que dans d'autres corps de métier ça va venir. En tout cas, bravo à ceux qui ont eu cette initiative et Thomas Sankara, c'est sûr qu'il se retournera dans sa tombe après l'événement d'hier grandeur nature. D'accord. Alors juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience au tribunal? Oui, merci Président. Je reviens encore sur l'affaire Sitaraï parce qu'hier il y a eu un point de presse, et notamment des travailleurs pour m'ont dit partager un peu ce que sont les inquiétudes. Ils disent très clairement qu'ils sont eux aussi, en tout cas, animés par le souhait de voir le chemin de fer reprendre dans ses proportions d'antan. Maintenant, il y a des réalités. Alors que depuis le 22 novembre aussi, il y a ceux qui se réclament être les commerçants de la zone de la Sitaraï, donc là où il y a le train, qui bloque depuis le 22. Et ce qui reste à craindre maintenant, c'est vrai que
à chaque fois je reviens dessus en avant-propos, c'est qu'il y a des éléments qui sont de notre vie de tous les jours qui risquent de manquer. Et donc, qui dit pénurie, dit hausse des prix. Il parle des hydrocarbures, des produits de première nécessité. Et ils sont clairs là-dessus. Si ça continue comme ça, c'est ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire on sera face à un risque d'inflation relativement au phénomène de rareté puisqu'on n'arrive pas à approvisionner. Donc ça devient quelque chose d'assez inquiétant. Et d'autres éléments, c'est que même au niveau des responsables de commerçants, parlant de ceux qui sont autour de Sitaraï, comme ils se réclament, il y en a qui ne reconnaissent même pas ceux qui sont en train de poser l'acte actuellement. Donc ça fait que ça suscite beaucoup de questions. Et il y a le blocage qui est maintenu. Et le rappel, c'est quand même 1500 cheminots. Mais derrière les 1500 cheminots, il y a la moitié quand même qui sont burkinabés. Donc voilà des problèmes d'emploi que cela risque de créer, parce qu'on sait quand on fait les mises en chômage technique, après très vite la porte est ouverte pour se débarrasser de ceux dont on ne veut pas. Donc c'est une situation qui interpelle. On espère que la solution sera vraiment vite trouvée et qu'on n'arrive pas aussi un matin à se retrouver dans des situations où on cherche notre carburant et puis on nous dise ah en fait c'est parce que depuis là ils ont bloqué depuis le 22, c'est ça, alors qu'on aurait pu trouver une solution. Situation sécuritaire, la souveraineté du Burkina Faso est non négociable et les unités combattantes sur le terrain le démontrent à souhait à qui veut l'entendre. Et d'ailleurs, l'attaque de Djibo dimanche dernier en est l'illustration parfaite avec la riposte vigoureuse de nos unités combattantes. Juge Geoffroy Vaha, c'est tout de même une colonne de 3000 terroristes qui s'en sont pris à cette ville de Djibo, mais c'était sans compter sur la riposte de nos forces combattantes. Oui, on a tous pu vivre les vidéos là, voir les vidéos qui retracent un peu ce qui s'est passé. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que là-dessus, vous avez une double communication parce qu'il y a le GENIM qui est le mouvement terroriste qui a vraiment communiqué là-dessus, qui avait annoncé même la prise du camp de Djibo. Mais après, ils n'ont plus communiqué, donc ça veut dire que c'est confirmé qu'ils l'ont perdu, donc ils savent que leur opération n'a pas marché. Donc, et c'est la guerre de communication un peu qu'il y a aujourd'hui, quand vous voyez ailleurs, on vous met l'accent sur les probables civils qui sont tombés, qui ont perdu la vie dans cette attaque-là. Mais de l'autre côté, il y a aussi que c'est quand même plus de 400 terroristes qui ont été neutralisés. Et quand on regarde les vidéos, moi il y a beaucoup de questions, hein. Parce que quelquefois de loin là, on ne perçoit pas ce qui est en train de se passer dans certaines parties du Burkina. Voir des gens qui viennent, il y a des pick-up, il y a des motos, et il y en a qui viennent comme des fourmis à pied pour venir attaquer un camp. Vous vous demandez mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on ait cette zombification des esprits, pour que ils veuillent en finir avec la patrie. C'est vraiment, c'est-à-dire que vous regardez, c'est un peu ahurissant. Mais c'est la réalité de certains qui ne peuvent plus être ramenés en arrière. C'est-à-dire que eux, c'est le terrorisme ou rien. Ils veulent, en finir avec tout ce qui est symbole de l'État. Et pour eux, c'est comme le disait le président, quand vous regardez, quelle négociation vous pouvez avoir, quel dialogue vous pouvez avoir, ça devient un peu compliqué. Ça, c'est une réalité. Mais quand moi je suivais le récit aussi disait qu'il y avait eu une attaque, je pense, c'était après une attaque au Mali ou après des échecs au Mali. Il y avait certains qui étaient descendus et tout. Donc ça nous ramène encore à la question de la sécurisation des frontières de façon dans une dynamique de synergie. Et ça, c'est très important. Si dans la partie malienne, on monte vraiment en puissance et que ça devient un inconfort pour eux, ils vont descendre dans des zones où ils sont un peu plus... et ils arrivent encore à avoir des cachettes ou à avoir... à passer inaperçus. Mais on a senti aussi, ça pour moi, c'est le regard aussi que j'ai, c'est que après les nombreuses défaites, ils avaient envie d'avoir une victoire symbole. Parce que quand vous regardez la façon synchronisée dont ils ont attaqué le camp et la détermination qu'ils y ont mis, vous sentez qu'ils en ont fait un objectif principal. Donc vous vous posez la question, et comment je regarde les déculottées prises au Mali, les éléments du front qui nous reviennent aussi quelquefois, ils n'ont pas envie de rester dans ce type de léthargie là, parce qu'ils perdent un peu de leur superbe, ils perdent un peu de leur capacité de nuisance, ils perdent un peu de ce qui fait leur âme, c'est-à-dire s'aimer la terreur.
Et donc, ils avaient envie d'une victoire symbole, ils avaient envie de faire mal. C'est vraiment la lecture que je fais avec... parce qu'avoir près de 3000, comme nous dit l'AFP, qui converge vers un camp l'AIB qui converge vers un camp pour l'attaquer. Et je le dis encore, pour certains même à pied, parce que vous les voyez venir comme des fourmis, il faut le faire. Alors l'autre question qu'on pourrait se poser, sommes-nous un peu face aux conséquences de la reprise vigoureuse également de Kidal par les forces armées maliennes? Bon, mais quand je regarde les choses, c'est vrai que Kidal, on dirait que c'est un peu plus, c'est un peu plus au nord du Mali, mais c'est pas que ça. Et puis c'est des groupes qui ont des vases communicants. C'est les mêmes groupes que vous retrouvez un peu dans toute cette zone-là, qui tentent de se réorganiser, comme je le disais tout à l'heure, selon les positions qui sont fragiles ici ou fortes ici. Maintenant, dans tout cela, il faut voir qu'eux, ils n'ont pas une approche pays. Ils ont une approche plus globale des choses. C'est pour ça que ça nous a toujours fatigués aujourd'hui, parce que nous étions dans des questions intérieures en matière d'offres et de ripostes. Alors que là, c'est quelque chose de transfrontalier. Donc, tant que vous êtes repoussé de façon individuelle avec vos stratégies à vous, sans synergie avec les autres, ils vont toujours tirer le meilleur parti de cela. C'est pour ça que la zone des 3 frontières a toujours été une zone difficile. Parce que lorsque le Niger tentait ces vastes campagnes et que le Mali n'était pas dans la même dynamique, ni le Burkina Faso, c'était facile, ils passaient la frontière et puis après ils attendaient que ça se tasse, ils font quelques coups ici et après ils reviennent. Ça a toujours été comme ça. Mais maintenant qu'il y a une bonne intelligence entre les 3 pays, ça devient un peu plus compliqué pour eux. Et le problème, c'est comme je le disais, vous voyez, ils ne font qu'essuyer des défaites depuis un bon bout de temps. Il n'y a pas, comment dire ça, de victoire symbole qui fasse encore parler d'eux. Et encore que, plus récemment, vous prenez le cas du Mali, c'est quand même un gros symbole que de voir Kidal tomber. Et non seulement Kidal tombe, mais les FAMA avancent encore un peu plus et font un peu plus mal à leur position. C'est normal qu'ils aient envie qu'on parle d'eux avec une autre victoire symbole. Et je pense que c'est toute la haine, c'est tout ça qu'ils ont mis dans la façon dont ils ont voulu attaquer ce camp-là. Alors, juge Bougma, tout de même 3000 terroristes qui arrivent à se déplacer en sous-groupe avant de se retrouver dans la zone de Djibo. La première question que l'on pourrait se poser, c'est la contribution des populations en termes de renseignement, mais aussi qu'est-ce que vous pensez de cette attaque qui, grâce à la réponse vigoureuse de nos unités combattantes, a été une défaite? Bon, en fait, là, effectivement, on doit se poser des sérieuses questions sur le renseignement. Humain d'abord, parce que c'est toute une colonne, et quand une colonne se déplace, c'est plusieurs personnes qui voient cette colonne. Et en général, les informations sont vite remontées à plusieurs niveaux. Pour dire, il y a telle colonne, il y a tel nombre, ou bien il y a tel mouvement vers là. Donc ce renseignement humain fonctionne à merveille. En plus de cela, nous avons aussi du matériel aérien qui surveille. Donc notamment des drones et tout, et donc d'autres services de renseignement et d'autres canaux de renseignement qui se trouvent. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ces unités-là ont pu se réunir, converger vers la ville et attaquer la garnison. Donc c'est la question principale qu'on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cela? Donc effectivement, il y a des réponses à chercher quelque part, parce qu'ils ne sont pas venus un à un, compte tenu également de leur nombre. En tout cas, si on se fie à la vidéo qui a passé, oui, c'est vraiment un grand mouvement. Donc comment est-ce que le renseignement humain n'a pas pu même anticiper, parce que même anticiper sur ça. Donc c'est une question qu'on doit se poser. Mais ces hommes-là aussi avaient besoin, comme Juval l'a dit, de victoires symboles. Parce que ces derniers temps, ce n'est pas aussi évident. Donc c'est aussi un symbole pour eux. Et en général, ce qui est visé, ce n'est pas seulement de taper. Il y a parfois la quête de matériel, la quête de ravitaillement en matériel de combat. Donc il y a tout ça. Et en face, effectivement, ce qui est ressorti, c'est que nos hommes se sont battus en vrais combattants. Ils se sont vraiment battus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour sauver ce qu'ils pouvaient sauver. Donc c'était des batailles âpres. Donc maintenant, le bilan qu'on a, c'est ce qui a été donné pour les terroristes. Pour nos hommes, on n'a pas de bilan, mais
Bon, aujourd'hui, ce conseil des ministres, peut-être on aurait peut-être un communiqué, un communiqué officiel à travers nos autorités, voilà, pour situer. Mais bon, le constat aussi, depuis que nous sommes dans la lutte contre le terrorisme, le système de communication n'a pas changé quand il y a une attaque. Donc, ce qui fait que la question de se poser, est-ce qu'on aura des infos là-dessus? Ce n'est pas aussi évident, mais il faut saluer la bravoure des combattants. Là, en tout cas, ils se sont battus, nos hommes se sont battus. Dernière question sur le sujet, je posais la même question au juge Vaha. Kidal, c'est un peu plus au nord, mais sommes-nous un peu face aux conséquences de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes? Naturellement, avec la reprise de Kidal par les forces armées maliennes, les groupes armés terroristes vont chercher des territoires de répit. Alors que le plus proche territoire de l'EPI, c'est l'Algérie, qui est frontière avec Kidal. Maintenant, est-ce que le territoire algérien est encore habitable par les terroristes? Sauf à faire une base arrière avec la complicité du gouvernement algérien. Donc ça, ce sont des questions essentielles qu'il faut se poser. Donc il y a plusieurs niveaux de repli possibles. Parce que c'est un peu même vouloir migrer même vers la Mauritanie pour voir comment est-ce qu'ils peuvent reprendre les actions. Donc ce n'est pas écarté. Ce n'est pas écarté parce que ils auront certainement besoin d'un endroit. Parce que ce qui avait été annoncé, ce n'est pas qu'ils voulaient prendre seulement le camp, c'est qu'ils voulaient prendre également le contrôle de la ville de Guibo. Ça a été aussi annoncé. Donc, c'est sûr qu'ils vont chercher un repli. Mais est-ce qu'il faut dire que ce sont les combattants de Kidal qui sont reversés? Je ne crois pas trop. Maintenant, est-ce que ceux qui ont quitté Kidal cherchent des repères? Ça, oui. Et ça, les États de l'AES n'ont pas le choix que de se resserrer les coudes pour pouvoir faire face à cette situation. Vous parlez bien de l'AES et l'occasion est tout trouvée pour se pencher sur le deuxième sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité, la première rencontre ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est ouverte et s'est refermée le week-end dernier, déjà dans la forme jugée au Vaha. Comment est-ce que vous avez apprécié une telle initiative des pays membres de l'AES? L'AES qui a été, c'est quoi, septembre, que les éléments sont signés. On est à octobre, novembre, 2-3 mois après. On sent déjà que les lignes sont en train de bouger. On sent que les trois pays sont sur la même longueur d'onde, parce que n'oublions pas qu'on avait déjà eu un trio il n'y avait pas longtemps, mais qui n'a pas bien fonctionné. C'était Burkina, Mali, Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui on en parle? On n'en parle plus, parce que la partie guinéenne nous a donné l'impression d'avoir en tout cas d'autres agendas, d'autres calendriers, d'autres intérêts, et être préoccupé par autre chose que ce qui nous préoccupe nous. Alors que quand on regarde avec le nouveau trio Burkina, Mali, Niger, on est... En fait, le dénominateur commun il est très fort. Il est vraiment très fort. Déjà, vous savez, quand vos souffrances sont pareilles, déjà, c'est comme on appelle ça, c'est un genre de socle que vous avez. Parce que le problème, quand ça vous prend, ce que vous cherchez, c'est des solutions. Et quand vous êtes ensemble et que vous réfléchissez à la solution au même problème, cela ne peut que vous donner une vision commune. Et c'est ça, en fait, le principe de l'AES. Et on a vu dès le départ, c'était d'abord la consolidation sur les actions sécuritaires, parce que le Burkina déjà très tôt s'est engagé aux côtés du Niger, tout comme le Mali, pour permettre la consolidation du régime malien, mais cela se faisait avec certains passages, sans consultation forcément du peuple, et de dire on va envoyer des gens si d'aventure il y avait ceci, si d'aventure il y avait cela. Donc il y a ça là qui a permis peut-être au régime nigérien de pouvoir aujourd'hui se stabiliser. Donc vous avez trois pays qui font face à une même réalité, qui ont une conception de la façon de se sortir de la crise qui semble assez commune. Regardez les postures sur, par exemple, la coopération qu'ils avaient, qui pour eux était inopérant sur la question de l'efficacité, sur la question sécuritaire. Et depuis, les coopérations ont changé, ils ont les mêmes
ils ont changé ces coopérations, ils se sont alignés sur les mêmes pays avec lesquels ils sont aujourd'hui. Parler le Burkina, Niger, Burkina, la Russie, elle est en pole position. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Sur la question de la France, ils ont une position commune. Ils ont une lecture commune de la façon dont la France a amené les choses sur le sol et qui pour eux n'a pas été impactant. Et sur les questions sécuritaires, j'ai dit, ils ont eu cette vision. Maintenant, ils se disent, bon, et ça, c'est le général Tchani, lorsqu'il venait la dernière fois ici, il a dit que l'AES doit dépasser la question de simple sécuritaire pour épouser aussi les questions de développement. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut se sortir du problème dans lequel on est. Je pense que c'est pour cela aussi que les ministres de l'économie se sont réunis avec les propositions qu'on a eues, les différents points. Parce qu'à ces peuples-là, il faut donner des alternatives. Tout à l'heure, je disais, quand vous regardez les vidéos de l'attaque de Djibo, vous vous demandez, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Parce que ce que vous voyez dans des vidéos, ce n'est pas seulement des gens venus de Mars. Hein. Il peut y avoir des Maliens, oui, il peut y avoir des Nigériens, mais il y a des Burkinabés dedans. Il y a des Burkinabés dedans. Donc vous vous demandez, qu'est-ce qui peut permettre à quelqu'un d'en arriver à un tel niveau de zombification, soit à ce qu'il ne peut rien écouter, tout ce qu'il veut c'est nuire à ce qui est le symbole de l'État. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est cassé à un moment donné. Et ça, je pense que c'est le nœud. C'est le nœud du problème. Le président, je pense, Ibrahim Traoré en a conscience, puisque à chaque fois qu'il y avait des échanges, il disait que lui, il a fait ces zones-là. Et quand vous regardez la façon dont ces zones ont été délaissées, ce n'est pas surprenant de voir ce qui est en train de se passer. Donc, ça veut dire que la question du développement, pour moi, demeure quelque chose de central. Vous allez, parce que la question du terrorisme, c'est une question de, comment dire cela? C'est une question de recrutement. Maintenant, le recrutement se fait selon un modèle. Et le discours ne change pas très souvent. Et l'oreille attentive à ce discours-là, c'est une oreille qui a vécu des difficultés, qui a vécu une situation, qui a vécu des réalités où il se rend compte qu'il est sur le bas-côté et que l'État, pour l'État, lui, n'existe pas. Mais comment est-ce qu'on fait pour casser ça? C'est sur les questions de développement. Donc, pour revenir à l'AES, c'est bon que de rester sur les questions sécuritaires qui sont en tout cas la priorité aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas oublier que ce n'est pas là où on est tombé là qui est le problème. C'est où on a trébuché. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ça qui est là. Si on veut inverser la tendance de façon définitive, si on veut régler le problème de façon définitive, c'est la question de développement d'abord. Parce que lorsque chacun se sent pris en compte, je ne vois pas quelqu'un qui viendra lui dire prends l'arme parce que. Parce que quoi? C'est la question qu'il vous posera. De prendre l'arme parce que quoi? Je suis bien ici, mon frère. Tu veux que j'aille faire quoi avec ce? C'est ça la vérité. Juge Bougma, l'AES qui passe à la vitesse supérieure avec déjà la tenue de la première rencontre des ministres des pays membres, qu'est-ce que vous en pensez dans la forme? Bon, dans la forme, c'est toujours ces pays d'Afrique qui cherchent les voies et moyens pour pouvoir se développer à travers des organisations. Et au gré de l'histoire, on en crée, on laisse tomber, on reprend. Donc, on est dans ça. Pays du Liptako Gourma, pays du SILS, du Conseil de l'Entente de l'époque des indépendances, créé en 59, je pense, et puis. Donc, quand vous regardez également l'AES, ce n'est ni plus ni moins que ça. Bon, vous interrogez l'histoire, vous voyez que les pays membres, certains étaient membres du Conseil de l'Entente, comme le Burkina et le Niger. C'est le Togo qui manque à l'appel, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Donc les deux, le Burkina, le Mali, le Burkina et le Niger étaient déjà membres du Conseil de l'Entente qui a été lancé sur l'initiative du président Houphouët-Boigny. Après, dans le Liptako, dans les pays du Liptako Gourmand, vous regardez également les pays membres de l'AES. Donc, après, ils sont dans le SILS, dans l'UEMOA, dans la CEDEAO. Après, ils se sont retrouvés dans le G5 Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger, dans le G5 Sahel, la Mauritanie et le Tchad. Et quand vous regardez, pour nous, au départ, on pensait que c'était une offensive, comme une initiative, une entité purement militaire, comme l'OTAN, pour que ce soit un instrument de sécurité et de défense des pays membres. Après, on se rend compte que comme on appelle ça, le G5 Sahel a aussi les mêmes objectifs, les mêmes ambitions et les mêmes projets grandeur nature
que les autres organisations. Construction de chemins de fer, construction et mise en place d'une ligne aérienne de transport, d'une compagnie aérienne de transport, de ceci ou de cela. Même chose. Maintenant, l'argent, on le trouve où? Il faut aller chercher encore chez les mêmes partenaires qui financent les mêmes organisations. Résultat de course, inopérant. D'ailleurs, Donald Trump avait dit quand il était président qu'il ne donnerait pas l'argent qui va rester dans des bureaux. Il préfère donner aux différents pays des membres du G5 Sahel, chacun en fonction des besoins exprimés. Et c'est ce que Trump a fait. Mais il dit qu'il ne met pas l'argent dans l'entité G5 Sahel. Effectivement, ça a été fait. On a vu que des gens ont été épinglés pour des illégalités de marché, parmi lesquels il y a même un Burkinabé. Aujourd'hui, le G5 Sahel a du plomb dans elle. Après, je vous ferai la rappeler tout de suite, on est dans le fédéralisme. Avec la Guinée. Avec la Guinée. Ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes dans l'AES. Pour dire vrai, est-ce qu'on avait le choix au regard de la proximité culturelle de ces peuples, de la similitude, regardez sur le plan physique, géographique et tout. La différence entre le Malien et le Burkinabé, donc du nord Burkina, c'est une ligne qu'on appelle frontière. Le Niger, c'est pareil. Même de l'autre côté de la frontière ivoiro-burkinabé, les Sénifaux du Burkina, les Sénifaux de la Côte d'Ivoire cherchaient la différence. N'étions-nous pas dans une telle réalité lorsque donc, ça échouait avec les exactement, oui, mais puisque ce n'est pas fondé sur de la vision à long terme, c'est fondé sur les besoins et les réalités du moment. Est-ce que ça va être pérenne? On s'en fout. Est-ce qu'on aurait des conditions, on mettrait des conditions pour que ça survive aux fondateurs? C'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on puisse se réunir. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse l'utiliser également pour barrer la route aux autres. Le Conseil de l'Entente a été créé dans ces conditions. Pour pouvoir récupérer les pays, parce que le Mali avait voulu brasser large. Et oui, c'est l'initiative du Fouet-Boigny. Et le choix du Burkina de venir au Conseil de l'Entente a surpris beaucoup. Il faut réinterroger l'histoire. Et quand, après le Conseil de l'Entente, c'est mort. Il a fallu attendre Alassane Ouattara, qui se réclame également du fautisme Bontin, pour ressusciter ça. Je me rappelle du titre de l'Observateur parlant en son temps. Le Conseil de l'Entente, à quoi sert encore ce machin? Mais c'est ça. Alassane l'a remis en selle, on a nommé quelqu'un, mais le Conseil de l'Entente, au bilan aujourd'hui, à quoi? Donc, c'est ça la vérité, la réalité. Autant d'organisations au gré en fonction des réalités du moment. Mais qu'est-ce qu'on pose comme balise, comme fondation, pour que ces œuvres-là survivent aux fondateurs? C'est la question. Nous étions plus proches de la Côte d'Ivoire. On a facilité l'acheminement de la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, est-ce que le Burkina et la Côte d'Ivoire parlent le même langage sur les questions de développement, sur la vision? Non. Entre Oufou et Maurice, c'était bon. Après, nous, on est rentré dans un régime militaire. On était d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire à 2 pas de la carte d'identité unique. Moïse est revenu dans ses valises avec ça en 65. Et après les élections de 65, ça faisait partie également de la nouvelle feuille de route. Et en 66, lui, il a été renversé. Et c'est mort. Puisque nous, on est venu rentrer dans le cycle des régimes militaires. Oufou n'étant pas dans ce régime, étant dans une autre forme de gouvernance, il n'a plus collaboré avec nous sur ces questions où nous on n'a plus collaboré avec Oufou. Et c'est d'ailleurs, on se regardait en chien de faïence. C'était la méfiance généralisée. Et les choses ont eu un regain sous la Révolution. Certains se sont réfugiés, ou que ce soit Maurice Yamégo, le regretté Maké Ouedraogo et autres, ils ont refusé Abidjan. Donc Ouagadougou et Abidjan ne filaient pas le bon coton. on est dans ça. Donc nous, le Mali et nous, on s'est tapé 2 fois là. Donc avec le Niger, finalement, est-ce que moi, ce n'est pas l'initiative en tant que telle mon intérêt? Par rapport à l'échec de ces institutions dont on parle, qu'est-ce qui diffère aujourd'hui avec l'Alliance des États du Sahel, l'AES? Ce qui diffère, c'est qu'aujourd'hui, ces 3 pays sont dans l'œil du cyclone en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est un fait. Ce qui diffère également, c'est que tous ces 3 sont des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État et qui ont décidé aussi de faire la guerre contre le terrorisme.
Les autres, c'était différent parce que c'était des présidents civils, démocratiquement élus en son temps. Vous prenez les pères fondateurs du Conseil de l'Entente, on les appelle d'ailleurs les pères fondateurs de nos États. Donc c'est l'époque des indépendances. Donc il y a une différence d'époque, une différence de frères et tout, de voir les choses. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Donc il y a ces réalités-là maintenant qui sont là. Mais maintenant, je dis, peu importe l'époque, peu importe ceux qui l'ont fait et peu importe la couleur de leur habit, que ce soit le costume cravate ou que ce soit le treillis, le béret, c'est comment on fait pour que ces organisations survivent à leur initiateur. C'est surtout ça la question. Regardez même au plan sous-régional, regardez la CEDEAO. Regardez très bien la CEDEAO. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Autant d'années, ça ne va pas. On a lancé sur les questions économiques, monnaie commune, on n'arrive pas. Il y a quand même un certain nombre de réalités qui marchent, la libre circulation des biens et des personnes, par exemple. Quoi? Une réalité. Libre circulation des biens et des personnes? Non. Il y a une Burkinabé qui témoignait la dernière fois, elle était en partance pour le Cameroun, arrivée au Bénin, on lui demande le visa. Où est son visa pour entrer au Cameroun? Elle dit aux Béninois, non, ça ne vous regarde pas. Moi, je vais au Cameroun. C'est pourtant une je réalité. vais au Cameroun, je ne vais pas au Bénin. Est-ce que mes textes, mes papiers me permettent de rentrer dans le territoire béninois? Oui. Si j'arrive au Cameroun et je ne rentre pas, ça ne vous regarde pas. Puisque d'ailleurs, dans certains pays, on prend le passeport à l'aéroport pour qu'il faut arriver pour prendre. Les pays, Éthiopie, c'est à l'aéroport vous prenez. Donc on ne peut pas, le pays de transit ne peut pas vous dire que comme vous n'avez pas le passeport, le visa de destination, vous ne rentrez pas. Il y a un problème, il veut un billet. Non. Prenez la route, les tracasseries. La libre circulation des biens et des personnes n'est pas encore totalement une réalité. Parce que même le document unique qui devait nous permettre de voyager entre les pays, là, il est où? Est-ce que vous avez, la dernière fois que vous avez vu un passeport, c'est au Sada de Caen? Je vous rappelle ici que moi-même, dans une des banques de la place, le guichetier, pour l'opération, il dit c'est quoi ça? Je dis c'est le passeport de la CEDEAO. Il dit c'est quoi, quel passeport CEDEAO? Il fronce les sources. Il demande à son voisin, son collègue, qu'est-ce que ce document-là, c'est quoi? Il dit c'est le passeport CEDEAO. Il dit est-ce qu'on peut faire une opération bancaire? Le gars dit oui, on peut faire. Ah, que lui, c'est la première fois qu'il voit ça. Est-ce que vous voyez? Donc, alors qu'on parle de la CEDEAO des peuples, pour quelqu'un qui a fait l'école burkinabé, jusqu'à pouvoir être guichetier de banque, qu'on n'ait pas le passeport de la CEDEAO. Non, il y a un problème. On n'est pas encore arrivé à la CEDEAO des peuples. Non, on est encore dans un chemin. Moi, j'ai été offusqué quand même. J'ai dit, mais monsieur, vous avez fait votre école où? Enfin, nous-mêmes à l'école, on dit, moi, il y a un passeport, il y a un document pour la libre circulation, il y a un outil. Mais moi, je ne l'ai même pas renouvelé. Je ne suis pas fier de le dire, mais je ne l'ai pas refait. Parce que c'est un problème. Ah, finalement, ça ne sert pas ce à quoi ça devrait servir. Parce que les États n'encouragent même pas. Donc, la réalité, elle est là, implacable. Pourquoi? Parce que chaque pays, ce que le marché des passeports lui donne, ce n'est pas petit. Pourquoi il va faire la promotion du marché commun? Puisqu'on ne pense pas communauté. On pense individu. Donc, ça joue également sur la qualité. Sur la qualité, comme on appelle ça, des choses. Donc même la libre circulation des biens des personnes, il y a un problème. Alpha Condé l'a dit à Abidjan, à Alassane Ouattara. Pourquoi dès qu'il y a un petit mouvement, les gens ferment les frontières? Les biens ne peuvent même pas circuler. Dès qu'il y a un mouvement dans un pays, sa première réaction c'est fermer les frontières. Il ferme sa frontière puis il est assis. Il dit pourquoi? Puisque ça ne va pas empêcher en général ce qui va se passer de se passer. Donc votre fermeture de frontières n'a pas de sens. Vous bloquez les autres. Parfois pour des grèves de fonctionnaires. Non, il y a un problème. Donc, non, j'ai dit, moi, ce n'est pas l'instrument que je regarde. C'est la vision qui est derrière l'instrument, la qualité derrière ces instruments-là et les fondations sur lesquelles ces instruments vont se reposer. C'est beaucoup plus là que moi je regarde. Juge Baha, lorsque l'on regarde ce qu'apporte le juge Bernard Bougma en termes d'éclaircissement même de le tour du pan de l'histoire, et quand on regarde l'AES qui déjà en termes de recommandations parle de la mise en place d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES, est-ce que nous ne sommes pas en train de marcher sur les pas de la CEDEAO quand on fait la comparaison un peu avec l'historique qu'il a faite? Bon, voilà des pays qui sont suspendus des instances de la CEDEAO et qui savent très clairement que sur les questions de délai, cette CEDEAO-là risque de revenir encore bientôt sur la table pour demander aux uns et aux autres, vous avez parlé du calendrier, qu'est-ce qu'il en est? Et dans les réponses qui seront données, il y a la possibilité encore de sanctions. Il y a le Niger
qui est en train de subir cela de plein fouet. Je crois que quand le général Tchiani est arrivé ici, il ne se l'est pas caché sa mine. Lorsqu'il parlait du 10 décembre, en tout cas, on disait long sur ses craintes par rapport à ce qui pourrait en sortir. Mais ça, c'est le Niger. Cette même CEDEAO a été un peu plus large et clémente avec le Mali, avec le Burkina. Mais est-ce que ça va continuer si, par exemple, la question des délais nous rattrape? Étant entendu aussi que c'est un consensus dynamique, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'entende en interne ici sur des délais. Donc il y a tout ça qui est en train de venir. Mais les trois sont concernés au premier chef par les décisions qui pourraient arriver. Ils ne vont pas attendre de se voir encore soumis à des embargos ou à des restrictions pour se demander comment est-ce qu'on s'organise. Je crois que c'est les alternatives qui sont en train de trouver ici. C'est pour ça, avant la rencontre du 25, je crois, il y a les experts qui se sont mis ensemble. Quand vous voulez aller de façon commune à des solutions, chacun essaie autour de la table de dire voilà, faire son état des lieux, et après chacun voit les vases communicants qu'on peut avoir, les perspectives et comment on peut se projeter. Je crois que c'est cela. Quand vous prenez sur les questions de développement, là, il y a beaucoup d'éléments qui ont été énumérés, même sur la question qui est pour moi fondamentale, la question de l'énergie. Vous voyez que là-bas, on ne développe pas trop parce que tous les trois pays se retrouvent être sous perfusion. Le Burkina, pratiquement 60% de notre énergie, ça ne dépend pas de nous. Le Niger, il n'y a même pas besoin de demander. Regardez comment ils sont en train de souffrir. Le Mali, ça doit être un peu pareil. Donc, ils n'ont pas dit l'alternative, par exemple, des énergies renouvelables. Mais depuis combien d'années on est dedans, on est en train d'en parler, et puis ça n'a pas été forcément la célérité qu'on voulait pour qu'on soit petit à petit à une certaine, voilà, à avoir une offre domestique qui soit conséquente. Voilà qu'on est rattrapé. Donc ça veut dire aujourd'hui si des sanctions tombent, ça risque d'être douloureux. Et c'est pour ça que les réflexions sont en train d'être menées. Même sur les questions de réponse sur les besoins alimentaires, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent trouver des solutions. Et ils rappellent que quand même, il y a une réalité, c'est que ce sont des pays qui sont riches de leur sous-sol, qui sont riches de certains éléments qu'ils ont, et que sur ça, ils pouvaient au moins essayer de se projeter. Et puis évidemment, s'ils arrivent à avoir une fluidité dans comment dire cela, dans la circulation des biens, des services et des marchandises, cela pourrait aider encore à revitaliser ces économies-là. C'est pour ça qu'ils essaient de mettre quelque chose ensemble. Mais pour moi, c'est le moyen de la résilience au cas où que l'AES est en train de tenter de construire ici. Parce que clairement, quand ils voient la CEDEAO, vous prenez le Malien, vous prenez le Nigérien, vous prenez le Burkinabé, c'est difficile de lui dire qu'il n'y voit pas un instrument aux mains de puissance qui pourrait encore servir de moyen comment on appelle, de restriction. Donc, du coup, ils s'attendent à tout. Et je pense que c'est la dynamique dans laquelle on est. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment, si d'aventure des sanctions viendraient? C'est la grosse question qu'on se pose. Même si on se met à trois, est-ce que aujourd'hui, ces pays, les trois, peuvent résister longtemps? Et comment? Je crois que c'est la grosse question qui est en train de se poser aujourd'hui, parce qu'ils savent aussi que ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Juge Bougma, est-ce qu'on peut donc en conclure que c'est la crainte de la conclusion du sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu pour le 10 décembre prochain, qui a été le facteur quand on suit un peu les recommandations de l'AES? Oui, même avec ça, ce n'est pas. La question, c'est est-ce que ça peut influencer les décisions que la CEDEAO va prendre? Ça, c'est la question. Parce que c'est une question de capacité, de force de frappe, je veux dire. Alors, ces trois pays mis ensemble constituent une force à bien des égards. Mais sur un pan, également, il y a une bonne faiblesse. Sur le plan économique, il y a une faiblesse. Tous ces pays dépendent de la BCEAO. Ils ont parlé de la mise en place d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES. Oui, mais en décembre, c'est juste à côté. Vous n'avez pas le temps de le mettre en place pour faire face à d'éventuelles sanctions qui pourraient intervenir. On espère que la CEDEAO entendra raison et lèvera le pied sur le Niger, parce que c'est très dur pour la population du Niger. Donc peut-être que la CEDEAO d'ailleurs peut nous surprendre en le faisant. Mais maintenant, si la CEDEAO va conditionner également cela par un calendrier électoral
pour montrer sa bonne foi, je crains. Parce que ça peut arriver que la CEDEAO demande des gages, des garanties avant de lever ces sanctions. Alors que jusqu'à présent, au niveau du Niger, on ne les a pas. Donc, comment on fait? Ça peut être... Voilà. Mais il y a beaucoup également, plusieurs personnalités qui négocient en sourdine pour que la CEDEAO lève le pied. Parce que quand même, si l'objectif escompté était d'étouffer les militaires du Niger, l'objectif n'est pas atteint. Parce que c'est la population qui est beaucoup plus étouffée que ces gens-là. Et en général, c'est comme on appelle, le citoyen lambda qui va casquer, qui va souffrir plus. Parce que c'est lui qui va casquer cher pour payer. Parce que parmi ceux qui nous gouvernent dans une situation de crise, il y en a qui ne connaissent même plus le prix du litre de l'essence. Parce qu'il y en a qui partent, ils font le plein et puis viennent les déposer. Lui, on le conduit ici, il ouvre le frigo, il se sert. Tout est servi à tout moment. Donc lui, il n'a même pas ce problème-là. C'est vrai que sur le plan conscience, oui, c'est ménage, torture, il se cherche et tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il souffre plus que vous qui partez vous-même mettre le carburant, qui vous rendez vous-même à la boutique, qui vous rendez vous-même en pharmacie. Et ce n'est pas pris en charge par une quelconque assurance, ni un quelconque fonds de souveraineté. Donc vous n'avez pas les mêmes réalités. Donc ici, l'objectif escompté, je ne pense pas que la CEDEAO va l'atteindre en étouffant, en espérant des mouvements de l'intérieur. Parce que l'exemple a montré, de par l'histoire, que quand vous pressez un pays, vous oppressez un pays sur le plan financier, les populations se réorganisent entre elles-mêmes. Partout, ça a été comme ça. Vous tentez l'étouffement, les populations se réorganisent entre elles-mêmes et elles survivent. Et elles reviennent encore plus fortes. Je pense que la CEDEAO doit pouvoir tirer les leçons de ce qui s'est passé au Niger, au Mali et maintenant au Niger pour le prochain sommet. Mais que les États de l'AES également se réunissent, ça peut être un élément, un signal à prendre en compte. Que ces messieurs aussi sont capables d'eux. Et ça, c'est un élément fondamental. D'accord. Dernière question sur le sujet, juge Geoffroy Vaha. L'une des recommandations qui a tout de même suscité l'attention, c'est la création d'une compagnie aérienne commune. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça, c'est des éléments aussi qui... Bernard Boukman le disait tout à l'heure, les regroupements qu'on a, chaque fois, c'est des éléments qui sortent. Parce que qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'il dit, c'est la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, des marchandises. Maintenant, essayer de renforcer cette fluidité-là. Évidemment, aujourd'hui, les modes de voyage, les modes de renforcement de cette fluidité-là, il y a la question aérienne qui est pour beaucoup. Maintenant, nous avons été champions dans ne pas, comme j'ai dit dans la question par exemple des énergies, de ne pas s'assumer sur même les entreprises que nous avions nationales et tout, même dans le domaine, dans les compagnies, transport aérien et tout. Et voilà voilà où on en est aujourd'hui. Tant et si bien qu'on ne peut plus se mettre ensemble pour dire voilà déjà ce qu'on a, comment est-ce qu'on s'ouvre. Dans chacun des pays, vous verrez que si ça n'existe plus, c'est que c'est en décrépitude. C'est toujours même des difficultés de gestion. C'est ça aussi la réalité. Donc du jour au lendemain, c'est souvent des projets qui sont très forts, qui demandent beaucoup de moyens, et donc du jour au lendemain c'est des éléments qui ne se font pas facilement. Même vous prenez la question du chemin de fer, on se plaint très souvent, si c'est pas pour le Burkina Sankara qui était venu et puis qui a tenté quelque chose, aujourd'hui où est-ce qu'on en est jusqu'à maintenant? C'est-à-dire nous-mêmes, indépendants que nous disons que nous sommes, ne sommes pas parvenus à faire des investissements qui soient intéressants pour booster le développement, notre économie même de l'intérieur, parce que le chemin de fer y passe. On attend de se faire gruger par de grosses entreprises européennes qu'on a envoyées ici. Et puis, bon, ils ont décidé, ils ont promis de développer, de continuer le chemin, mais ça ne s'est jamais fait. Et on a été attentifs et on a regardé. Maintenant, peut-être que les régimes nouveaux se disent qu'ils sont dans la rupture avec ces choses-là. Mais pour la question de ces projets, le problème c'est que ça ne se fait même pas en un ou en deux mandats habituellement présidentiels. Donc, en transition, vous ne pouvez que déposer les jalons d'une vision. Asseoir les bases. Et est-ce que quand après les autres viendront, ils continueront? C'est ça la grande question. Et est-ce que même Burkina, Mali, Niger, si ces transitions-là ne sont plus là, ou l'une des transitions même n'est pas là, est-ce qu'il n'y aura pas une remise en cause encore de ce qui est en train d'être cimenté aujourd'hui? C'est ça la question aujourd'hui. D'accord. Dernière question sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation par rapport à la création d'une compagnie aérienne commune?
Oui, j'ai dit que toutes les organisations ont toujours les mêmes projets dans tous les domaines. Donc ça ne m'étonne pas. Maintenant, c'est même pas de pouvoir la créer, c'est de la faire vivre. C'est de la faire vivre. Je n'ai pas dit que ces présidents ne sont pas ambitieux, n'ont pas de la vision, non. Mais la faire vivre, c'est que la compagnie survive aux fondateurs. Parce qu'une compagnie aérienne, c'est aussi... c'est notre niveau d'engagement. Donc, je pense que l'idée est belle, mais maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est de matérialiser ça en réalité. Et j'insiste encore, faire en sorte que cela puisse survivre aux fondateurs. Est-ce que ces messieurs-là vont se faire élire président dans leur pays pour continuer ces projets jusqu'à un certain niveau, ou bien dès que la transition est finie, ces messieurs-là, chacun retourne à autre chose, et puis ceux qui vont venir vont continuer. Est-ce que ceux qui vont venir vont vouloir continuer sur le même chemin? Question. Dernier sujet retenu pour cette audience du tribunal de l'actualité. Cela fait près de 4 semaines que le football burkinabé est en crise. Une crise aux multiples conséquences avec déjà l'arrêt du championnat national. En fin de compte, le médiateur de la crise, Jean Yamiogo, a jeté l'éponge, plongeant ainsi la fédération burkinabé de football dans l'incertitude. Juge Fouavaha, finalement, le médiateur a jeté l'éponge. C'est quoi le rôle d'un médiateur si ce n'est de concilier les positions? Si les positions ne bougent pas et qu'elles n'évoluent pas, votre rôle c'est quoi? Enfin, les médiations, elles commencent et puis elles se terminent. Il a compris que les positions ne sont pas conciliables. Et il a même dit, c'est Sinosbe, non? Il a dit, il est en train de réfléchir, mais comment élever le sport de son... de ce regroupement national olympique. Voilà, qui regroupe tous les sports. Parce que le football là, il a enlevé le football dedans parce que le football là, ça a trop de problèmes. Mais moi je dis que ce qui est en train d'arriver là, ça cristallise. C'est plutôt. J'ai dit que ça ressemble à une caricature, mais ça l'est. C'est la caricature de notre football là qui est en train d'être donnée dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La plupart des gars qui sont les pourfendeurs de Bansé sont ceux qui ont aidé à ce qu'il soit voté. Après, ils ont sorti leur couteau. C'est ce qui est en train de se passer. Et ils ne veulent pas aller à des élections avec Bansé. Maintenant, est-ce que Bansé aussi, quand on regarde le président de la Fédération burkinabé de football, il a fait les choses bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher. Ça, au moins, c'est clair. Mais, j'ai dit encore que si c'est la question des 25%, on a entendu ici, les choses ont été réglées. Avec Chad Doualieu. On a appris si les choses ont été réglées. Donc, si ce n'est que pour ça, je crois que, bon, si ça a été réglé, reprenons le championnat, et puis attendez de venir le battre, mais que peut-être que certains se disent que s'il finit son mandat, il peut encore candidater, et puis ça risque d'être compliqué. Il a 8 mois qu'il a fait son mandat. Il peut encore candidater, et ça sera difficile de le battre. C'est la question que je me pose. Mais quand vous avez œuvré à choisir quelqu'un, vous avez œuvré, vous avez tout fait. Vous l'avez positionné. Mais assumez votre choix là jusqu'à la fin et puis maintenant revenez vous organiser pour y aller. Mais ils sont en train de faire un blocage. Monsieur Bansé dit qu'il ne démissionne pas. Eux ils disent on ne reprend pas le championnat. Voilà la situation dans laquelle on est. Vous avez donné des points dans une lettre pour dire que s'ils ne sont pas réglés, vous demandez sa démission. Maintenant que c'est réglé, on fait comment? Vous demandez tout de même sa démission. Monsieur Bansé a dit à la rencontre d'hier que lui aussi il a ses soutiens. Donc c'est pas celui qui fait plus de bruit. C'est tout de même 28 clubs de D1 et de D2 qui demandent sa démission à travers une lettre. Oui, mais il y a les autres. Et puis il y a ceux de D3. Donc il dit qu'il a ses soutiens. Donc moi pour moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on ne puisse pas reprendre les choses et parce qu'on a certains rendez-vous majeurs comme la CAN et autres, qu'on ne puisse pas reprendre les choses, quitte à ce que après, en personne avertie, la vraie sanction soit qu'on trouve un autre président par des élections. Mais quand on a un mandat longtemps jalonné par des crises comme l'a été celui de Lazare Bansé, est-ce qu'à un certain moment de l'histoire, il ne faut pas tirer soi-même les conséquences? On n'est jamais seul à faire la bagarre. Il n'y a pas de palabre où vous venez, c'est une seule personne qui est en train de se frapper et se gifler. C'est jamais possible. Dans une bagarre, il y a au moins 2 personnes. Et c'est dans le football burkinabé là, les crises dont vous parlez là, c'est les mêmes.
Donc, venir dire que c'est seul Bansé, c'est trop facile. Ils sont dans les mêmes bagarres, c'est eux qui à chaque fois créent les mêmes crises, avec le président y compris. C'est eux qui ont accaparé ce football-là, qui fait que aujourd'hui, beaucoup de supporters burkinabés, quand ils regardent, ils ne voient que les conséquences de tous ces petits problèmes de personnes-là, qui ne dépassent pas peut-être 4-5 grandes personnes de notre football, mais qui ne s'entendent pas, mais qui se tirent les trucs en bas, et ça continue depuis. Et c'est-à-dire que ceux qui, parce que pour moi, je ne suis pas pour un cas, je ne défends pas Bansé ou quoi que ce soit, mais ceux qui veulent je veux les donner des leçons, sont autant les instigateurs et les acteurs des crises de la fédération, autant que le président là lui-même. Donc, tous ces messieurs-là, quand je les regarde, je trouve qu'ils sont en train de comment dire cela, ils sont en train de prendre en otage un football. Je me demande si autant ils disent, parce qu'on a entendu des critiques, est-ce que Bansé aime vraiment notre football? Est-ce qu'eux aussi ils l'aiment? Parce que qu'est-ce que le médiateur a dit? Il dit bon, on a la CAN qui vient. Dans ce cas de figure, laissons les choses, on va régler après. Ils sont à un stade où ils savent qu'ils n'ont jamais autant tenu Bansé comme ça. Donc ils ne lâchent pas, puisqu'ils veulent obtenir son scalp. Mais qui nous a mis dans la situation, je répète? C'est eux qui l'ont fait voter. Ils ont usé de leur coude. La plupart des gens que vous allez recevoir vont vous dire ici, moi-même là, j'ai soutenu Bansé. Moi-même là, j'ai soutenu Bansé. Mais c'est quoi le problème? Pourquoi vous n'assumez pas vos choix? Et la question se pose. Juge Bougma, est-ce que vous avez été surpris par l'échec de la médiation qui avait été entreprise par Jean-Yam Myogo? Non. Si j'avais la possibilité de faire en sorte que la rencontre ne se tienne pas, je dirais aux gens de ne pas y aller parce qu'ils allaient dépenser de l'énergie pour rien. Les positions sont suffisamment tranchées. C'est pas que M. Yamewo n'est pas de bonne foi. Mais dans cette affaire, ce n'est pas suffisant. Parce que les acteurs en face se regardent en chien de faïence et ils sont dans des positions tranchées. Donc ici, la médiation d'hier, c'était la médiation de la dernière chance. C'est parce que le système footballistique d'ailleurs est un système d'arnaque. J'assume mes mots, je pèse mes mots. Vous y allez un peu fort. Non, c'est pas fort. Non, président. Vous recrutez quelqu'un, moi je dois le payer, mais je n'ai pas mon mot à dire sur le recrutement, mais c'est moi qui dois le payer. De quel recrutement? Mais si ça ne marche pas entre vous et puis je mets ma bouche, on dit que ce n'est pas ma responsabilité. Quand les états vont à la canne qui casque, est-ce que c'est la Fédé ou c'est le ministère? Vous parlez du recrutement du qui paye l'entraîneur? C'est le ministère, mais le ministère n'a pas son mot à dire. Le contrat est signé avant qu'on dise, bon voilà, c'est lui que nous avons choisi. Même s'il ne fait pas l'affaire. Si vous renoncez, vous payez également avec les indemnités qui vont avec. C'est cher payé. Mais vous n'avez pas votre mot à dire. Et puis on vous dit que c'est une association. Mais c'est vous qui financez l'association. Mais en même temps, vous ne pouvez pas, quand il y a un désordre, intervenir pour mettre de l'ordre. C'est quoi ça? C'est une arnaque. Le système, je parle du système. Le système en lui-même porte des éléments d'arnaque. Mais quand le contrat a été signé, comment est-ce que le ministère a su? Les cartes disent qu'ils l'ont su au même moment que les Burkinabés. C'était fuité sur Facebook. Qu'enfin le sélectionneur c'est intel. Le contrat est déjà signé. Il n'y a aucune contestation possible puisque le contrat est signé. Si nous refusons, on dénonce, on va dire que le ministère s'ingère dans le choix de la fédération. Mais c'est le ministère qui doit payer. Dans cette crise-là, si le ministère met fin à ses fonctions, dit bon, j'arrête tout. Nous allons voir la FIFA débarquer ici avec leurs grosses mallettes et les costards cravates. Justement, on termine par là parce que en fin d'audience. J'arrive. Sous tutelle. Non, j'arrive. Pour dire que c'est une ingérence, c'est inacceptable avec tous ces gros mots-là. Alors que vous avez des fauteurs de troubles à l'intérieur. J'ai dit c'est un système qui est une arnaque. Quand les joueurs parlent, a dit tout le monde est concerné, tous les protagonistes, le président y compris les frondeurs. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous prenez un chemin, vous vous rendez compte que vous êtes trompé, vous rebroussez chemin. Sauf si vous partez, vous perdez. C'est ça aussi la réalité. Vous avez pris un chemin ensemble, après vous êtes en train de vous tromper. Dites-vous la vérité. S'il vous plaît, faisons demi-tour. Faisons demi-tour. Si à un moment donné, il y en a qui ne veulent pas faire demi-tour, il y a deux choix. Ou vous retournez vous-même. Mais si c'est lui qui tient la direction, vous dites, ah, c'est ça le problème. Parce que si c'est lui qui tient la direction, comment vous retournez s'il ne marque pas stop? C'est ça aussi la réalité. Donc, pour cette affaire-là, j'ai dit, et j'assume mes mots, si la FIFA doit nous mettre sous tutelle pour redresser notre football, président, la FIFA n'a qu'à intervenir. Ce n'est pas un problème. Attendez, il y a des pays qui sont passés par ça pour revenir grands. Si les conflits et les crises doivent nous régaillardir, doivent donner à notre football ces lettres d'antan, c'est comme ces heures de gloire
qu'il en soit ainsi. Et c'est un problème pour moi. Parce que moi, contribuable, je refuse qu'on ponctionne sur nos revenus pour prendre en charge des gens qui ne font que des crises et qui cassent notre argent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, la réalité, c'est quoi? Si effectivement on doit être redressé pour mieux faire, c'est pourquoi, quand dans les instances démocratiques, nous sommes en fin de oui, il faut intégrer des éléments qui fassent en sorte que, quand le président doit tirer les conséquences, que ce soit légalement fait. Au sommet de l'État burkinabé, il n'y en a pas. Quels sont les mécanismes pour débarquer un chef de l'État s'il déconne? Il n'y en a pas. C'est la rue. C'est ce qui fait que dans les mêmes associations, s'il n'y a pas de mécanisme démocratique dont il faut faire recours, qu'est-ce que vous voulez? Donc il faut également intégrer ces éléments-là. Mais c'est parce qu'on est dans un faux système que nous en souffrons. Alors que c'est les supporters qui paient le... Dernière réaction, juge Favara. Est-ce que vous partagez le même point de vue que le juge Benna Bougma sur la question? Je ne le partage pas forcément parce que ça, ailleurs, ça marche et ça fonctionne comme ça. C'est comme les questions de procès de démocratie ou quoi. Si les acteurs sont mauvais là, ça ne veut pas dire que l'élément est mauvais. C'est vous qui l'appliquez mal. Quand viennent les questions de Cannes et tout, c'est un marketing même politique. Celui qui remporte la Cannes, il prend cela pour dire ma politique de sport là, elle a été bonne. La preuve, voilà les résultats. Mais ça veut dire quoi? C'est lui qui va jouer le ballon. Il met les moyens. C'est lui qui construit les sports, les stades et autres. Mais c'est ça la réalité. Le problème pour nous au Burkina, c'est les acteurs là qui sont méchants. Ils sont méchants entre eux et ils sont méchants envers les supporters. Ils ne voient pas la souffrance des supporters. C'est ça le problème qu'il y a. Donc vous allez tout changer. Tant que les acteurs là seront pareils là, avec cet égoïsme qu'ils ont, c'est ce qui va continuer. Je crois que c'est ça le gros problème. C'est vraiment le problème de fond pour ce qui est de notre football. Les intérêts personnels et ces antagonismes là qui sont en train de bloquer la machine. Point final pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Merci juge Benna Bougma pour les angles de regard et d'analyse. Merci juge Favara pour les clés de lecture. Merci à vous mesdames et messieurs qui nous avez suivis depuis Banfora, Ouaïgua et Gawa. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.